Bonjour et bienvenue au second épisode de notre podcast Dans les marges. Aujourd'hui, on accueille un artiste émergent local, Villal Pando. Bonjour Villal. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, avec plaisir. Tu as sorti récemment un roman graphique chez... Lev Gleason, c'est la boîte. Mais je suis sous le imprint de New Friday, qui est un peu le côté des artistes indépendants. OK. Ça marche comment avec eux? C'est vraiment... ils te laissent tes droits? Oui, donc tout le côté de New Friday, on est indépendant, on garde nos droits. C'est notre propriété intellectuelle. Puis, bon, ils font l'impression, puis ils s'arrangent pour que ça se retrouve en magasin. En magasin. Mais il y a quand même une bonne part du travail publicitaire qui doit être fait de notre côté, là, c'est-à-dire... il y a du travail devant nous. Le petit train va loin, mais il faut aller cogner aux portes, il faut appeler les gens, il faut être dans les festivals. OK. Il n'y a pas une grosse machine derrière. Lev Gleason, c'est une petite compagnie canadienne. Fait que, ils font ce qu'ils peuvent. Ce sont des gens merveilleux, mais de mon côté, comme tous les indépendants, il faut qu'on travaille fort pour vendre notre produit. Là. Vendre le produit, OK. Puis, peux-tu me présenter un peu ton premier projet, Pursuer? Oui. Mais c'est un héros masqué. Une histoire, c'est un roman graphique sur un héros masqué. Ça se passe dans les années 30. Ça débute en 1929, durant la Grande Dépression. Et c'est une histoire de vengeance, c'est-à-dire un héros masqué qui perd un être cher et qui cherche à se venger de ceux qui pensent qui lui auraient fait du tort, là, évidemment. C'est plus... j'ai canalisé, si on veut, une période de deuil que j'avais dans ma vie où j'ai perdu mon père. Fait que tous ces sentiments-là se retrouvent... j'ai essayé du moins de les mettre dans ce livre-là. Je suis encore ému juste à en parler. Hein. Oui, c'est normal, je comprends. Donc, ouais, c'est ça. C'est un livre, malgré que ça soit du fantastique, il y a quand même quelque chose d'assez personnel. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Est-ce que tu l'as lu, Christian? Oui, je l'ai lu. Ben, moi, ce qui m'a intrigué le plus, c'est justement le fait que tu décides de mettre ça dans les années 30, puis que tu as comme deux archétypes qui viennent des années 30 aussi, parce que le premier Superman est sorti en 38, je pense. 38, oui. Puis t'avais Batman pas tellement longtemps après. 39. Puis on dirait que c'est comme un peu les deux pôles qu'on retrouve indirectement. Là, c'est pas une copie, là, mais je veux dire, c'est les deux pôles, les deux archétypes de ces personnages-là se retrouvent un peu avec... C'est Noble. Oui, Noble puis, qui représenterait Superman, l'être avec des super-pouvoirs. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est ça, c'est que tu avais une esthétique, puis même au niveau des couleurs, c'est ça qui était très 30s, un peu film noir sur les bords. Mais d'un autre côté, tu as un côté très sombre à la Miller ou à la Moore, un peu au niveau du traitement. OK. Je trouvais du scénario puis du traitement, parce que c'est dark, mais c'est gritty aussi. Puis... Ben, tu mets ton doigt, je pense que... J'ai pas eu beaucoup de recul en le faisant, mais après ça, avec les commentaires des gens qui l'ont vu, qui l'ont lu, effectivement, c'est les commentaires qui reviennent. Oui, moi, c'est sûr que je cherchais à représenter des archétypes, ou du moins l'archétype du héros masqué à la Batman, si on veut, ou un peu Daredevil, peut-être. Là. Ouais. Je voulais... Mais c'était ma lettre d'amour, si on veut, aux super-héros, mais placée à une époque légèrement... un petit peu plus tôt dans le temps, tout de même, avant leur apparition. Donc, tu sais, il y avait des influences pulp, là, si on veut, un petit peu aussi. Et oui, le côté noir, toute la thématique noire qui revient avec... je dirais pas des clichés, mais... Ouais, ça peut être des clichés, mais quand c'est bien fait, ça fonctionne. Ouais. Du héros qui se retrouve ou qui finalement n'a pas de fin joyeuse, jamais, puis qui la plupart des personnages dans l'histoire sont confrontés à des situations où il n'y a pas vraiment de bonne réponse, où il n'y a pas de choix éthique particulièrement facile à obtenir
Alors, ouais, tout ça était présent là-dedans. Puis quand tu as mentionné Miller, je suis d'accord avec toi. C'est un commentaire que je ne l'avais pas vraiment intellectualisé quand je l'ai fait, mais c'est sûr qu'il y a une scène, je pense qu'on pense à la même scène, où mon personnage principal, Pursuer, est confronté à... il y a une scène où il doit se battre contre le personnage de Noble. Exact. Mais c'est sûr que ça fait référence à Frank Miller et à Batman Returns. Non, The Dark Knight Returns, pardon. Dark Knight Returns. Je suis nerveux. C'est correct. Sois pas nerveux. Oui, à Dark Knight Returns. Puis moi, c'est sûr que j'ai adoré. Je suis un petit gars Je suis né en 84. Fait que c'est sûr que j'étais un petit peu jeune, mais tout de même, début 90, j'ai commencé à lire ces BD-là. Puis c'est sûr que j'ai été imprégné de ce mouvement-là de BD un peu plus, comme tu dis, gritty, là. Fait que, ouais, ça a sorti de moi probablement sans que je m'en rende compte si clairement. Mais non, il y a cette scène-là, puis moi, je m'étais dit, ça consciemment, j'aimerais ça qu'il y ait cette confrontation-là, si on veut. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait, finalement, si j'aurais pu reprendre la scène de Frank Miller avec ces deux personnages héroïques qui combattent, puis là, je l'ai fait à ma sauce, si on veut. Disons que j'ai baissé le niveau du fantastique. Hein. Mon livre, bien que fantastique, reste quand même un peu plus près d'une certaine réalité. Oui. D'accord. J'ai comme power down un petit peu Superman. Là. Puis voilà, et mon personnage de Pursuer. Je veux faire attention, hein, c'est pas une copie conforme. J'ai pas voulu faire une histoire de Batman, mais je veux dire, pour cette scène-là, c'est évident que ce référent-là apparaît. Bref, je l'ai fait à ma sauce et je l'ai fait d'une façon qui me semblait, selon moi, je vais faire attention à mes mots, je ne veux pas insulter Frank Miller, mais plus réaliste. C'est-à-dire qu'il fonctionnait plus dans le cadre dans lequel j'écrivais mon histoire. Oui, absolument. Non, puis c'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est pas une copie du tout, mais c'était juste, tu sens l'influence. Ouais. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le fait... Moi, je viens d'un background plus cinéma à l'origine, puis un des trucs qui t'enseigne quand tu fais des scénarios, c'est de pas utiliser... C'est de montrer et pas de dire. Oui. Puis c'est ça que j'ai apprécié aussi, parce que t'as pas tant de dialogue. Il y a du monde qui vont te remplir ça de bulles, là, puis ou ben non, qui vont étirer. Ils vont pas mettre beaucoup de bulles, mais ils vont t'étirer une scène qui devrait prendre une page, on va en prendre 4. Fait que c'est ça que j'ai trouvé, c'est que tu utilisais aussi beaucoup plus le visuel. Tu avais tendance à utiliser plus le visuel que le dialogue. Fait que c'est intéressant aussi, parce que ça devrait être ça, surtout pour un médium visuel. Oui, c'est un médium visuel, puis effectivement, puis je vais pas m'en cacher, je suis pas l'artiste le plus rapide au monde pour dessiner, donc j'ai fait confiance au lecteur, du moins, j'espérais faire confiance au lecteur, puis lui laisser la place au lecteur de deviner ou de déceler mes intentions derrière, puis c'est une expression anglophone, mais lui laisser fill in the gaps. Là, donc, il y a beaucoup d'informations, je dirais pas manquantes, mais disons que où que j'apporte très brièvement pour laisser l'histoire respirer, puis pour laisser le lecteur lui-même jouer au détective, si on veut, puis comprendre et faire des liens par rapport aux événements qui vont apparaître à travers l'histoire. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est un art qui semble s'être perdu un petit peu depuis quelques années dans l'industrie à certains niveaux. C'est pas tout le monde. Il y en a qui réussissent bien encore à faire ça. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on dirait que c'est un peu verbeux, puis c'est un peu... on l'a déjà compris, tu n'as pas besoin de me le répéter. Je le vois. Tu le vois dans le dessin. Le dessinateur a fait sa job. Ouais. Puis là, le scénariste qui arrive en arrière puis qui t'ordit un peu ce que tu devrais sentir ou voir, alors que c'est clair. Oui, c'est totalement. Mon impression, ça devrait être ça. Ça dépend de l'œuvre, évidemment. Ça dépend de l'intention derrière, mais du moins pour la BD, généralement, j'ai l'impression que puisque c'est un médium visuel, la moitié du travail devrait être fait en images. Puis, c'est pas moi qui dis ça. Je veux pas... est-ce que c'est Stanley, How to Draw Comics, ça s'est retrouvé là-dedans, mais je pense. Pardonnez-moi si c'est pas le cas. Normalement, si on enlève toutes les bulles, puis on regarde la scène, on regarde une planche, on devrait être capable de déceler ce qui se passe, idéalement. Exact. Et c'est vrai, c'est très vrai, effectivement. Puis ton style artistique est assez distinctif, parce que c'est vrai qu'on se sent un peu, au niveau plus de la construction peut-être, mais
ton style en tant que tel, il n'est pas nécessairement... en tout cas, l'influence n'est pas nécessairement toute claire. L'ensemble, oui, mais pour le dessin individuel, c'est quoi un peu tes inspirations ou tes choix? J'ai été pragmatique parce que, comme je l'ai mentionné, je ne suis pas le dessinateur qui dessine le plus rapidement, ce qui est pas une bonne chose pour un dessinateur. Alors, j'ai essayé pour cette œuvre-là, qui était quand même d'envergure, 145 pages, j'ai essayé de trouver un style ou une façon de faire qui me permettait d'être productif. Okay. Donc, je comprends ce que tu veux dire. C'est des traits très angulaires, hein, ce qui me permettait d'avoir une espèce d'ancrage plus rapide, si on veut. Puis, il n'y a pas énormément de variations dans la taille des lignes. Ouais. Donc, tout ça a été un choix conscient pour avoir une espèce de produit qui pourrait être, qui reste très professionnel selon moi, mais qui me permettait d'être plus productif. Il y a aussi, je vais être honnête, c'est ma première BD, mais j'ai fait de l'illustration, ou je fais toujours de l'illustration depuis assez longtemps. Mais je n'ai jamais... il y en a qui pourraient voir les liens entre mes différents dessins, mais je n'ai jamais été capable de m'arrêter à un style bien précis. C'est une épée à double tranchant parce que c'est bien, je suis constamment stimulé à explorer et essayer des nouveaux styles ou bien faire des nouvelles choses, puis je trippe en le faisant, évidemment. Mais ça fait en sorte aussi, c'est peut-être juste moi, là, que ça rend mon travail pas nécessairement plus difficile, mais plus lent, parce que puisque je ne deviens jamais expert dans un style bien précis, je ne crée pas de shorthand, si on veut. Je ne suis pas capable de nécessairement avoir cette espèce de mémoire physique dans la main, hein, pour faire, je sais pas, là, je parle disons, un arbre. Si je le fais dans le style de Pursuer, ça sera bien différent que pour une illustration, si on veut, pour un podcast humoristique. Donc, cette ouverture à différents styles est un avantage en illustration et l'est probablement moins en BD. Oui, pas mal moins, effectivement, parce que la plupart des gens essaient de développer un style qui se modifie avec le temps, parce qu'on c'est normal. On évolue, c'est ça, mais tu reconnais toujours un peu, comme, mettons, on parle de G. Scott Campbell, whatever, son personnage, son style a changé avec le temps, mais ça reste quand même la même essence. On le reconnaît. C'est ça, tu sais tout de suite que c'est lui. Même Mignola, Mike Mignola, je suis un fan fini, comme énormément de personnes. Je pense que beaucoup de monde le sont aussi. Mais oui, si on regarde ce qu'il a fait, je sais pas, dans Cosmic Odyssey, c'est bien ça. Ouais. Et après ça, on regarde Hellboy, surtout dans les dernières années où il dessinait encore Hellboy. Mais on reconnaît, évidemment, les silhouettes sont reconnaissables, mais le coup de crayon beaucoup plus angulaire aussi a fait en sorte que le style a changé. Il y a on parlait de Frank Miller plus tôt, il y a eu sa période là, qui a fait le DC Marvel, des choses comme ça. C'est ça. Puis à un moment donné, il y avait complètement... Quand il est parti de ça, il a parti son style pour faire Sin City aussi, qui est vraiment très distinctif. Puis là, aujourd'hui, il fait comme une espèce d'amalgame entre l'ancien style puis son nouveau. Dans le fond, c'est un peu... avec plus ou moins de succès, honnêtement. C'est pas tout le monde qui est fan. Je vais être honnête, moi non plus. Les dernières choses qui sortent de lui m'intéressent un peu moins. Oui, moi aussi, je trouve qu'il y en a... Mais je peux comprendre l'intention artistique derrière. Par contre, je peux apprécier le fait que... du moins, je ne vais pas parler pour lui, mais mon interprétation, c'est que je pense que Frank Miller a une perception du médium de la BD bien particulière, puis essaie de pousser sa vision à travers ses dessins de cette façon-là. Ouais. Après ça, c'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même un géant. Puis en tant qu'artiste, c'est toujours intéressant conceptuellement du moins, de voir où ce médium-là peut être amené. Tu sais. C'est ça. Mais c'est vrai que tu parlais justement que tu as différents styles. Tu nous as apporté des petits posters avec des parodies
parodies de covers, de comics légendaires, mais mélangées avec des personnages de bande dessinée franco-belges ou avec les Tortues Ninja ou qui font des X-Men, un cover des X-Men, etc. Mais effectivement, tu as quand même une bonne capacité d'adaptation avec les différents styles possibles. Ça ressemble quand même. Il y a du monde qui pense que c'est des vrais BD. Oui, ben, le but, c'était de faire un produit qui ressemblait réellement à un comics, là, du moins la couverture. Puis je trippe à faire ça, honnêtement. C'est comme un petit bonbon. C'est pas... c'est très pop, là, dans le sens que c'est grand public, mais c'est le fun. Moi, je vais chercher mes amours de jeunesse avec... quand j'étais un petit gars de Montréal, puis comme... Dans les années 80, début 90, ben, je pense que la plupart de mes amis, du moins chez eux, avaient Astérix, avaient Lucky Luke, avaient Bull et Bill, les Schtroumpfs, peu importe. Ça, c'était évidemment Tintin, qui n'avait pas Tintin chez lui. Mais j'ai aussi un amour, même si il se perd un petit peu avec le temps, j'aurais toujours une grande affection pour Marvel et DC, surtout Marvel. Bien que mon super-héros préféré, c'est Batman. Donc, joindre ces choses-là ensemble, c'est un plaisir. C'est toujours le fun à faire. C'est pas une job, c'est vraiment un petit plaisir. Puis c'est un produit que je fais, puisque je n'ai qu'un seul roman graphique qui est sorti pour l'instant, même si je travaille à d'autres choses. Quand je vais dans je sais pas, au Comic-Con ou bien... à une foire ou peu importe pour vendre mon comic, j'ai besoin d'autres produits aussi pour générer du revenu. Puis c'est toujours le fun. Moi, j'essaie de voir ce que le consommateur moyen qui va se présenter à un festival de bande dessinée par hasard, parce qu'à Montréal, c'est sur la rue, c'est sur Saint-Denis que ça se passe maintenant, le Montreal Comic Art Festival. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dessus plus ou moins par hasard. Et j'essaie d'avoir un produit qui est accessible, qui est grand public, puis qui, en même temps, qui coûte pas cher. Hein. Une fausse couverture, je vends ça pas très cher parce que c'est beaucoup demandé de quelqu'un qui me connaît pas, avec raison, de vouloir payer un montant assez élevé pour un roman graphique. Un roman graphique qui n'a pas lu puis qui ne connaît pas l'auteur. Puis effectivement, c'est la grosse barrière à l'entrée, ça, cet aspect-là. Puis bon, le papier coûte ce qu'il coûte. Le papier coûte cher. Oui, surtout depuis la COVID, encore plus. Oui, ça a été je l'ai vécu parce que c'est durant la COVID qu'on a essayé, que j'ai trouvé mon éditeur, puis qu'on a voulu faire imprimer le produit, puis ça a été... la croix et la bannière, est-ce que c'est une expression? Je ne me trompe pas, c'est ça. Ça a été difficile de trouver, de le faire. Bref, il y a eu des délais énormes. Ah, ça, on l'a expérimenté nous-mêmes. On était parmi une des seules librairies qui a réussi à faire des événements intérieurs durant la COVID, parce qu'on a une grande librairie, puis on a pu... mais malgré ça, c'est ça, dans un des lancements, entre autres, on a eu le livre In Extremis à quelques heures, la veille, je pense, de l'événement. On n'était même pas sûr d'être capable de nous en fournir. C'était pas facile, cette période-là. Puis j'imagine aussi pour ton commerce, je pense qu'il y a eu énormément de comic shops qui ont fermé à travers le Canada et les États-Unis pendant ce temps-là. Oui. Nous, ce qui nous a sauvés, la COVID, c'était pas mal les ventes en ligne. Les gens ont été très supportifs. Avant, honnêtement, on l'avait vu venir qu'il y aurait une fermeture relativement imminente à partir du mois de novembre. Puis je trouvais ça drôle parce qu'on était rendu au mois de mars, puis le gouvernement disait encore ça viendra pas. C'est pas grave, on s'en va au Maroc, le monsieur de la santé publique. Là. Puis 2 semaines plus tard, il fermait tout. Puis on le savait, on avait déjà préparé. J'avais déjà mes mêmes papiers pour les employés prêts pour la cessation d'emploi. Écoute, depuis le mois de novembre, je me dis, quand ils ont commencé à emmurer les gens chez eux en Chine, là, non, ça va péter, ça. Ben, c'était judicieux de ta part parce qu'il y en a qui, malheureusement, ils l'ont pas vu venir. Puis l'impact a été d'autant plus difficile. C'est ça. Fait nous, ce qu'on avait fait, c'est ça. Vu qu'on est une librairie, on n'est pas assujetti aux heures d'ouverture des commerces. On a resté ouvert jusqu'à minuit moins 1.
la dernière journée qu'on avait le droit d'être ouvert. Puis les gens, il y a eu du monde des clients jusqu'à minuit moins quart. Puis ça nous a fait un petit... un tampon, là. Ouais, un treasure chest là, pour survivre le début de la patente. Puis après ça, on a vraiment tout focusé en ligne. Puis les clients ont suivi aussi. Les gens ont été vraiment supportifs. Mais ça devait être génial, cette journée-là. Oui, de c'était voir fun. comme les clients, les amis qui viennent puis qui font le plein, si on veut, de sachant ce qui s'en vient. Ils viennent faire le plein de comics. on a super apprécié ça. Puis mais nos employés sont restés jusqu'à la fin aussi. Là. Ils sont restés jusqu'à minuit avec nous autres. Puis tout le monde, on était quand même on était 4-5. Là, puis tout le monde venait, jasait. Puis tout le monde ne savait pas trop ce qu'on s'en allait là, avec ça. C'était comme un peu annoncé à la va-vite. Là. Ouais. Fait que ça a été, c'était particulier. Ça avait une énergie particulière avec ça. Puis tout le monde nous souhaitait le meilleur des chances. Puis ça. Puis comme après ça, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment mis beaucoup d'efforts. Ils achetaient leurs affaires en ligne. Puis je pense qu'il y en a plein qui ont acheté plus que normal ou plus que d'habitude parce que justement, leur support. Puis c'est ça nous permet. T'sais, on n'a pas fait d'argent. On a perdu de l'argent. On n'a pas perdu d'argent, mais on est arrivé kiff pour à peu près 1 an. Au moins, on arrivait à payer nos comptes. Ce qui était déjà beaucoup pour la situation. C'est ça. Personnellement, on n'a pas fait un sou. On s'est pas payé pendant quasiment 2 ans, mais au moins, on arrivait à surnager et à survivre. Là. Mais c'est le lieu de... le comic shop, c'est le lieu de rencontre d'un hobby ou d'une passion qui est relativement rare, du moins moi, dans mon cas. Je n'ai pas d'amis qui lisent de BD. Mm-hmm. Alors déjà, ça a été déjà le métier de BDiste est solitaire. Solitaire, oui. Mais en plus, j'ai pas d'amis, j'ai pas de... J'avais personne pour qui... faire du A/B testing, au moins montrer mon script puis dire qu'est-ce que tu en penses et tout. Fait que avant de trouver un éditeur puis finalement d'avoir un peu de lecteurs qui m'ont donné du feedback, ça a été un peu inquiétant, c'est-à-dire de voir est-ce que je vais avoir un produit décent ou non. Là, je pense que oui, honnêtement, je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai fait un produit qui est pour un premier travail qui est très professionnel. Donc, c'est ça que je voulais. Je voulais pas qu'on voit ma BD puis qu'on se dise pas pire, mais ça a l'air de son premier. Mais à mon avis, du moins, j'ai réussi à faire quelque chose qui se tenait bien, dont je suis fier, honnêtement. Surtout du côté de l'histoire, en fait. Mais ça se tient très bien, effectivement. Si tu savais pas que c'est ton premier... Il n'y a pas grand-chose que quelqu'un pourrait hinter à quelqu'un, dire à quelqu'un que c'est une première œuvre ou que c'est une œuvre amateur ou quoi que ce soit. Tu n'as pas ce sentiment-là d'aucune façon. Puis c'est un livre qui présente bien en plus. D'ailleurs, c'est-tu toi qui as fait la coloration? Oui, j'ai tout fait. Tu as tout fait au complet? Oui. Parce que la coloration aussi est intéressante. Elle est très mutée. Mais c'est un choix esthétique que j'ai fait, mais tout de même, le choix du papier aussi amène encore plus cette impression-là. OK. Fait que si c'était sur un papier gloss, je pourrais t'en amener une copie, d'ailleurs, gloss, puis là, tu vas voir la différence. Il y a une palette bien précise à travers le bouquin, mais c'est sûr que le papier qu'on a choisi amène ce côté mat-là. Fait que c'était un peu durant le choix de ce papier-là, si on veut. Pas que j'ai eu grand-chose à dire là-dessus. J'ai eu 3-4 choix maximum. Il n'y a pas une grosse exploration, mais on était d'accord, moi et mon éditeur, que c'était le choix, que c'était le bon choix parce que ça ramène un peu à l'idée des années 30, en fait. Oui, l'aspect pulp. Oui, l'aspect pulp. Puis il y a toujours quelque chose. Moi, j'aime bien la texture du papier aussi. C'est sûr que les couleurs sont vibrantes et éclatantes sur du papier gloss, mais la sensation du papier, le bruit du papier quand on ouvre un livre avec un papier de ce type-là, je sais pas, ça a sa propre âme, là, si on veut. Là. Oui, non, c'est un autre feeling, effectivement. Puis ça fait partie de l'expérience, puis ça fit aussi avec le contexte de l'histoire que tu as fait. Tu parlais tantôt que tu avais un autre projet que tu préparais. Oui. Ça va-tu être aussi long à sortir que le premier? J'espère que non, honnêtement. J'espère que non. Parce que j'ai mis des milliers d'heures sur The Pursuer. Ouais. C'était une bonne chose, finalement, parce que
ça a bien sorti. Mais disons que je veux être un peu plus efficace dans mes prochains projets. Alors, là, je prends une autre approche, c'est-à-dire que je travaille sur plusieurs projets en même temps, idéalement. I got many plates spinning. Mais les deux principaux, ben, il y en a un qui c'est un roman graphique qui se passerait dans le contexte de la mythologie norse. OK. C'est populaire en ce moment, on le voit pas mal, mais j'ai toujours trippé sur la mythologie norse depuis que je suis très jeune. Alors, ça tombe bien que c'est populaire en ce moment. Tout le monde, surtout avec Loki qui est sorti, les gens sont plus sont plus au courant de certaines des grandes lignes de cette mythologie-là, mais donc c'est ça serait c'est un peu comment je pourrais dire ça, je veux pas trop en parler, mais c'est un peu imaginons un peu comme si Forrest Gump se retrouvait à Asgard. OK. C'est-à-dire, c'est un personnage de l'extérieur qui n'a pas rapport avec cette mythologie-là, puis là, à travers ses yeux, ben, le lecteur va pouvoir voir ce qui se passe avec Odin, avec Loki, avec... Puis il le voit avec sa perspective à lui. Fait que c'est et ses référents. Ses référents. Fait que ça fait un clash culturel, dans le fond. Exactement. Et donc, moi, je suis dans le script. Je suis en train d'écrire. Okay. Je ne suis pas convaincu que je vais le dessiner. Je vais finir le script, puis je vais voir si je suis capable de me trouver un partenaire ou payer quelqu'un pour faire les dessins. OK. Parce que ce qui m'excite le plus en ce moment, c'est d'écrire. Puis deux, me connaissant, j'ai comme une vision du style visuel que ça devrait avoir. Puis c'est pas le mien. Alors, je pense que je trouverais quelqu'un de talent qui pourrait le faire, qui pourrait rendre justice un petit peu mieux que moi, je peux le faire. Je pourrais le faire moi-même. C'est juste comme je l'ai dit plusieurs fois maintenant dans le podcast, je suis lent. Ouais. Et si je me décide à faire le style que je voudrais avoir, ça va être d'autant plus lent. Alors, je préfère probablement trouver un partner ou ce que j'ai pas fait encore, évidemment. Là, ouais. je focus là-dessus. Mais ça prend un script pour commencer. Ça prend un script, quelque chose de bien. Puis, comme avant le podcast, on l'a mentionné, mais là, je fais des rénovations d'envergure chez nous. Des rénovations qui ne sont pas esthétiques, mais bien obligatoires parce qu'il y a des choses qui brisent de partout. Donc, c'est sûr que le script... ça prend le temps. J'y mets le temps que j'ai en ce moment. Là, évidemment, il faut que je fasse... j'ai un autre boulot. Hein, je ne suis pas BDiste à temps plein. Alors, je fais aussi mon autre boulot pour générer du revenu et payer mes dépenses. C'est normal, c'est normal. Presque toutes les démarches artistiques, là, ça implique ça à un moment ou à un autre. Éventuellement, des fois, ça débloque puis ça devient ta job à temps plein, mais pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Ouais, puis c'est pas... À une époque, c'était mon objectif de pouvoir en vivre à 100%. Puis là, je suis heureux aussi. Je fais à peu près du 50-50, c'est-à-dire BD, illustration et après ça, mon autre travail. Et je suis heureux dans mon autre travail aussi. Puis c'est pas un sacrifice. C'est pas... je suis pas déchiré là-dedans. Ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, à me rendre à ce point-là, de pouvoir faire... Ouais, cette situation-là fonctionne pour moi. Avant même, je reviens dans le temps, mais j'étais inquiet. J'ai eu de la misère à me lancer dans ce projet, mon premier projet BD, parce que mon père, il était un clown. Mon père était clown. OK. Quand j'étais jeune, il est décédé, mais c'était son métier. C'était un métier qui était assez précaire, bien qu'il était un artiste de scène qui a eu certains succès, c'est-à-dire qui a été dans des grands cirques, le Cirque du Soleil, le Cirque Éloise, bref. Je veux dire, sa carrière de clown a fonctionné, mais le métier d'artiste de scène étant ce qu'il est, il y a eu des bonnes années puis il y a eu des mauvaises années. Alors, tout ce côté-là de se lancer dans une carrière artistique, c'était quelque chose d'un peu inquiétant pour moi parce que j'ai vu les impacts des choix de mon père sur sa vie et la nôtre, ses enfants. Ouais, c'est ça. Fait que pendant longtemps, c'est sûr que j'ai toujours su que je voulais faire de la BD. Je ne l'ai jamais vu comme un métier en soi, mais comme une passion. Puis, donc, pendant plusieurs années, jamais
jamais le courage de déclarer que je voulais faire ça pour de vrai ou bien jamais de m'admettre que, ben, tu sais, il faut se lancer. On ne peut pas mettre le pied à moitié. Il faut vraiment mettre le temps qu'il faut sur un projet, peu importe ce qu'il est, pour qu'il aboutisse. Fait que ces années-là, pas perdues, mais d'apprentissage, m'ont formé, mais je ne sais pas comment je me suis... Je viens d'oublier comment je vais me rendre dans ce point-là de la discussion, mais bref... Oui, pour revenir, donc la situation professionnelle que j'ai, je l'accepte maintenant. Je l'apprécie aussi, en fait, énormément. Puis si jamais ça débloque où je peux faire de mon art à 100%, ouais, je pense que je serais heureux là-dedans, mais je sais même pas si je le ferais ou non. Là, je fais du je sais pas... Pas exactement 50-50, tout dépendant des semaines, là, de ce qui arrive, mais c'est bien partagé, puis ça me convient. Là. Bon. L'important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Exactement. Il faut pas y aller à reculons, tu sais. Puis j'ai jamais vu, comme tu le sais très bien, la BD, c'est pas le golden ticket pour être millionnaire, là, généralement. Là. On a manqué notre coup. Je suis né trop tard. Il aurait fallu que je joigne la gang de Jim Lee et Liefeld, mais bon. Ça, c'était une autre époque, effectivement. Ça a complètement changé. Un moment d'histoire de la BD bien particulière là, qui se reproduira probablement pas. Non, probablement jamais. Puis c'est ça qui est drôle, parce que dans les arts visuels, comme le cinéma, il y a moyen de faire beaucoup d'argent, mais dans ce temps, pourtant, puis c'est ça qui est drôle aussi, un peu ironique, surtout de ce temps-ci, on voit que c'est la BD qui inspire la plupart des films, puis les séries télé, puis ces choses-là, puis finalement, c'est les gens qui ont fait le moins d'argent dans toute la run. Ouais. C'est les créateurs originaux, fait que... Ben, s'ils ont... Je sais pas, j'imagine que... Aujourd'hui, du moins, si tu as un deal pour faire une série télé ou un show, ben, si ça arrive, si ça se fait, ben, au moins, il y a un chèque qui vient avec qui est assez substantiel. Là. Ça a l'air que non. Ça dépend. Là. Il y a Robert Kirkman qui s'est tiré son épingle du jeu parce qu'il avait gardé ses droits. Fait que c'est lui qui a vendu ses droits, mettons, pour Walking Dead ou même pour Invincible, etc. Mais dans le sens que, comme Ed Brubaker, par exemple, ils ont fait The Winter Soldier, je pense qu'il y a eu un chèque de 5 000 $. Ah oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Si ça faisait partie des Big Two, ben, c'est pas leur propriété intellectuelle, même si c'est eux qui ont créé ces histoires-là, c'est pas leur personnage. Fait que non, ils profiteront probablement pas de... ils vont avoir à peu près rien. Puis en plus, ça prend tout, même salaire, pour avoir un crédit de leur contribution dans les films. C'est quand même assez... c'est ordinaire, merci. Bien, puisqu'on est sur le sujet, je te l'avais mentionné parce que l'auditoire ne le sait pas, mais j'habite pas très loin de Librairie Z. Fait que, c'est sûr que des fois, je passe. Des fois pour achaler Christian. Là. Puis je t'avais mentionné que j'ai été chanceux dans le sens que j'ai rencontré un producteur dans un festival, puis il a été intéressé à mon projet. En fait, il m'a rappelé parce qu'il avait trippé sur ma BD. Puis là, en ce moment, il y a une compagnie, il y a 2 compagnies de production qui sont mises ensemble pour essayer de faire une série télé. Ah, bravo! Après ça, on verra ce que ça donne. La réalité, c'est que je suis très réaliste sur le fait que c'est presque impossible d'aboutir réellement à un produit qui va se retrouver à l'écran, mais du moins, je profite de l'expérience parce que c'est des choses que je ne me serais jamais imaginé vivre en ce moment parce que j'ai la chance d'être présent, du moins pour l'instant, à table avec ce monde-là, puis de pouvoir donner mon input, puis de rencontrer des gens hyper talentueux, puis d'avoir des expériences que j'aurais pas eues autrement. Fait que là, pour l'instant, je trippe. Ça aussi, ça prend beaucoup de mon temps, en fait. Oui. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça aussi, ça prend beaucoup de mon temps. Mais non, c'est une belle expérience. Après ça, je ne veux pas donner trop de détails parce que le podcast pourrait, disons, mal vieillir parce que ça pourrait tomber à l'eau demain. Mais entre-temps, c'est génial. Je rencontre, comme je l'ai dit, je rencontre du monde merveilleux. Bien, pour avoir travaillé dans ce domaine-là pendant longtemps, effectivement, ça peut tomber à l'eau n'importe quand. Il y a plein de... Tu lances des projets. Tu te parlais tantôt, tu avais plusieurs balles dans les airs. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose en production. Puis, effectivement, ça peut tomber... Mais juste de se rendre au fait que c'est considéré, juste ça, c'est un gros accomplissement.
Puis en plus, c'est ta première BD, fait que c'est pour ça que je te dis bravo, parce que c'est pas évident du tout de rentrer dans c'est une chasse gardée, la télévision puis le cinéma. Là, c'est qui tu connais, puis ça. Fait que c'est quand même, quand ça arrive de même au hasard, c'est quand même magique là, à ce niveau-là. Puis même si ça débouche pas, ben, ça va ouvrir d'autres portes pour d'autres choses. Exactement. J'ai rencontré du monde, je fais des amitiés. Fait que je parle même pas professionnellement, mais juste l'expérience humaine là-dedans est super le fun. Ça, c'est cool, c'est cool. Bilal, je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre petit podcast, puis je te souhaite la meilleure des chances avec tous tes projets. Puis je te remercie de ta présence. Ben, merci à toi. J'ai eu un super bon moment. Une prochaine fois, peut-être. Ben oui, bien sûr. Merci beaucoup à notre auditoire également. On se revoit bientôt avec un nouvel invité. Suivez nos médias sociaux pour savoir ça va être qui. Merci.